Ce soir à l'émission, Parti libéral du Québec, l'aspirant-chef Charles Milliard à la rencontre des militants. Il y a 3 enjeux en ce moment en politique au Québec, l'économie, la santé, le renouvellement de l'offre politique. Et qui dit printemps dit aussi réouverture des crèmeries. À chaque mercredi, on a vraiment une saveur qui va venir changer tout au long de la saison. En entrevue, je reçois Nadia Daman, présidente de la nouvelle Fondation Jeunesse des Laurentides. On est la seule et la plus importante fondation dans les Laurentides à s'occuper complètement dédiée à la jeunesse. Je m'entretiens également avec Pierre Lynch de la Coalition pour la dignité des aînés qui réagit au dernier budget provincial. Mais on s'attendait à plus d'investissements au niveau structurel. Oui. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous propose une rencontre avec la nageuse Marie-Sophie Harvey. J'ai la chance de justement pouvoir faire plusieurs épreuves. Bienvenue à Accès local. Mercredi 2 avril 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, il y a quelques semaines, Pablo Rodriguez, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, était de passage dans les Basses-Laurentides. Hier, c'était au tour de son plus farouche concurrent, Charles Milliard. Oui, Claude, un peu moins connu du grand public, M. Milliard est un pharmacien de formation qui a travaillé dans l'administration chez Uniprix pendant 15 ans et qui a été à la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il nous parle un peu de sa vision pour la chefferie du Parti libéral. Alors, ça fait 22 ans que je me promène partout au Québec. Il y a 3 enjeux en ce moment en politique au Québec, l'économie, la santé, le renouvellement de l'offre politique, et c'est ce que je représente avec mon équipe. Et qu'est-ce qu'il est venu faire exactement dans la région? Il est passé par Sainte-Thérèse, Mirabel et Saint-Jérôme, où il a rencontré des militants. Il s'est entretenu avec des agriculteurs aussi et a visité le collège Lionel Groux. Il nous parle de ses priorités pour la région. Le PLQ a beaucoup de travail à faire pour reconquérir le cœur et le vote des Québécois, particulièrement francophones. Alors, la région des Laurentides, c'est un excellent exemple de tout le travail qu'on a à faire. Mais moi, je pense qu'en politique, c'est une question d'inspiration, c'est une question de développement de relations, de confiance avec les Québécois. Est-ce qu'il y a des développements dans la course à la chefferie du Parti libéral? Alors, lundi, un nouveau concurrent est entré dans la course, c'est Carl Blackburn, ancien député libéral de Roberval à l'Assemblée nationale. C'est donc le 5e candidat en liste pour être à la tête du PLQ. Selon le dernier sondage léger datant de février, c'est Pablo Rodriguez qui est favori, autant auprès de la population en général, avec 19 % des appuis, qu'auprès des électeurs libéraux, où il récolte plutôt 27 % des voix. Ensuite, on retrouve l'avocat Marc Bélanger avec 9 % des appuis et M. Milliard avec 6 % des appuis des électeurs libéraux. Toutefois, ces dernières statistiques ont été diffusées en février, comme je le disais, avant l'arrivée de M. Blackburn dans la course. Et alors que Denis Coderre, ancien maire de la ville de Montréal, était encore en liste depuis M. Coderre a été exclu de la course à la chefferie à cause d'irrégularités dans ses documents fiscaux. Mario Roy, agriculteur et économiste, s'est aussi ajouté à la compétition. Donc, 5 concurrents en ce moment pour devenir chef du PLQ. En ce moment même, c'est Marc Tanguay qui assure la chefferie intérimaire du Parti libéral depuis novembre 2022, suite à la démission de la dernière chef Dominique Anglade après une défaite historique du Parti libéral aux élections de la même année. Et à quoi on peut s'attendre pour la suite? Alors, en ce moment, la course est en phase de consultation, ce qui signifie que les candidats peuvent rencontrer les associations de circonscription, les conseils régionaux et les commissions permanentes pour qu'ils leur partagent leur point de vue et leurs préoccupations. C'est le 14 juin, lors du congrès à la chefferie du Parti libéral à Québec, qu'aura lieu l'élection du nouveau chef, une élection à laquelle pourront participer les membres en règle du PLQ. D'ici là, il y a 6 débats sur le calendrier. Le premier se déroulera le 27 avril à Gatineau. Le thème reste encore à être confirmé. Selon le dernier sondage léger, le Parti libéral du Québec se trouvait ex-aequo avec la coalition Avenir Québec avec 21 % des intentions de vote derrière le Parti québécois qui récoltait le tiers des intentions de vote. C'est une légère augmentation pour le PLQ. On peut écouter une dernière fois M. Milliard. Alors, un des éléments, évidemment, c'est qu'il y a eu une grande croissance démographique dans les dernières années suite à la pandémie, entre autres dans les Laurentides, puis à l'afflux de nouvelles entreprises et que plusieurs des infrastructures ne suivent pas dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Vous nous amenez visiter une crèmerie à Mirabel. À plus tard, Claude.
Le Cégep de Saint-Jérôme présente la toute première édition de son marché du printemps, qui se tiendra les 9 et 10 avril de 10h à 15h à l'Agora de l'institution. Cet événement, inspiré du marché de Noël, présentera une dizaine de marchands parmi les plus populaires de l'édition hivernale. Ce marché se veut l'occasion pour la population de soutenir l'achat local et de découvrir des créations gourmandes ou artisanales. Les fonds amassés par la location des tables seront versés au financement du Panda LAN, un événement de sport électronique qui aura lieu au Cégep les 6, 7 et 8 juin prochains. Loisirs Laurentides a présenté les finales régionales de secondaire en spectacle à l'Académie Sainte-Thérèse les 29 et 30 mars dernier. Lors de la finale du 29 mars, le titre de la première place a été remis à Anthony Ducharme de l'Académie La Fontaine pour son interprétation en batterie et multimédia. Pour la finale du 30 mars, les gagnantes de la première place sont Léanie Rivet et Raphaël Parent de l'École secondaire des Hauts-Sommets pour leur création en danse intitulée « La maladie du souvenir ». Les lauréats des premières et deuxièmes places ainsi que les coups de cœur du jury des 2 finales de secondaire en spectacle représenteront la région des Laurentides lors du 24e rendez-vous pan-québécois qui se déroulera à Amqui du 29 mai au 1er juin prochain. La Fondation Jeunesse des Laurentides, c'est un organisme qui vient tout juste de naître de la fusion de 2 autres fondations, celle du Centre Jeunesse des Laurentides et la Fondation André Boudreau. J'en discute avec Nadia Daman, présidente de cette nouvelle entité qui se met tout de suite au service des jeunes. Madame Daman, bonsoir. Bonsoir. Donc, cette nouvelle-là a été annoncée hier, c'est tout chaud. Ça faisait combien de temps là, que c'était dans l'air et sur la base de quel constat est-ce que vos 2 organismes ont décidé d'aller de l'avant avec cette idée? En fait, ça a quand même été assez rapide. Ah oui. Ça a commencé, là, on a commencé à discuter de ça à la fin de l'été passé. Puis, ça a vraiment été un coup de cœur entre moi et le président de la Fondation des centres jeunesse. Puis, on a décidé de se regrouper parce que nos 2 missions étaient distinctes mais complémentaires. Ouais. Notre clientèle se recoupait des fois dans les centres jeunesse. Donc, on investissait parfois en prévention des dépendances dans des centres jeunesse auprès de certaines unités, mais la Fondation œuvrait vraiment dans les mêmes... On avait vraiment une clientèle qui était similaire. Et puis, avec la conjoncture actuelle, là, les grosses fondations prennent beaucoup de place. Donc, on s'est dit, pourquoi pas unir nos forces? Parce que dans le fond, nous, on était plus en prévention. Mm-hmm. Eux étaient vraiment plus en intervention auprès des jeunes en difficulté. Donc, on s'est dit, on va pouvoir vraiment exploiter le continuum au complet au lieu de juste se concentrer sur les 2 bouts. Donc, c'est comme ça que les discussions ont débuté. Les chiffres que vous donnez là, sur la réalité des jeunes en difficulté, là, qui vivent des enjeux de santé mentale et de dépendance, sont assez préoccupants et à plusieurs égards pires que dans d'autres régions. Là, je donne un exemple là, parmi d'autres, 34% des jeunes du secondaire seulement qui ont un niveau de santé mentale qu'on estime positif là, dans les Laurentides. Comment on explique ça? C'est difficile à expliquer un peu. On est toujours quelques points pires que le restant de la province. Ouais. C'est une réalité. Puis, ce que vous dites là, ces chiffres-là sont d'autant plus alarmants qu'en 2016-2017, c'était un jeune sur 2 qui disait avoir une santé mentale positive. Et là, au dernier chiffre, là, c'était 1 sur 3 seulement. Ouais. Donc, on est bien alarmé de ça. Fait que c'est sûr et certain que malgré la fusion, malgré qu'on va on va continuer à mettre beaucoup d'emphase sur les jeunes de la DPJ, les supporter et tout ça, parce qu'il y en a quand même 6200 qui sont suivis par la DPJ dans les Laurentides seulement. Mm-hmm. C'est certain que toutes nos initiatives auprès de, par exemple, Respire et toute la prévention qu'on fait auprès des 80 000 jeunes des Laurentides va se poursuivre parce que ces indices-là nous démontrent juste à quel point que c'est important de continuer à se concentrer. Vous assurez là, que tous les services qui étaient offerts, vous avez nommé là, le programme Respire, par exemple, que tous les services qui étaient offerts par les 2 fondations vont demeurer accessibles. Est-ce qu'on s'en donne les moyens, je veux dire, tant du point de vue financier que des ressources humaines? Oui, définitivement. Oui. Et je pense que ça va multiplier même notre apport de ce côté-là. Les 10 programmes total des 2 fondations ensemble demeurent. Et puis, on a déjà des beaux projets sur la table. On a déjà eu des nouveaux dons de données récurrents suite à l'annonce hier. Donc, je pense que
Ce qui est bien important, là, puis même pour toutes les entreprises de la région, les médias, le niveau politique, c'est de bien comprendre qu'on est la seule et la plus importante fondation dans les Laurentides à s'occuper complètement dédiée à la jeunesse. Oui. Donc maintenant, il y a plus, vous voulez aider la jeunesse des Laurentides à aller mieux puis à la supporter à tous les niveaux, bien, il n'y a qu'une seule adresse et c'est la Fondation Jeunesse des Laurentides. C'est qu'il faut passer. Justement, hier à votre lancement, pour cette annonce-là, vous aviez une centaine de personnes. Je pense que c'est une preuve assez concrète que le milieu vous appuie. Tout à fait. On était autant appuyés par le CIS des Laurentides au niveau de la direction de la santé publique et de la protection de la jeunesse, mais également il y avait énormément d'élus de plusieurs villes des Laurentides, donc on était très fiers de ça. Il y a beaucoup de partenaires, donc c'est très prometteur pour la suite. Cette fusion-là, vous avez dit que cette fusion-là vous permet d'élargir votre portée d'action, d'offrir un soutien plus complet, plus structuré, plus efficace. Donnez-nous un exemple de ce que ça peut changer. Là. Bien, en ayant une seule adresse, c'est certain qu'on cannibalisait, le marché. On était deux petites fondations à partager un peu le même bassin de donateurs, tandis que là, les donateurs viennent à nous puis ils se posent plus de questions. Donc déjà, on voit les différences et on a déjà des projets d'envergure qui vont aider les deux types de clientèle qui étaient à la base en prévention et tout ça, qu'on devrait pouvoir vous annoncer là, dans la prochaine année. Donc c'est vraiment motivant. Là, donc les donateurs auront pu se demander à qui non, exactement. Il y a actuellement, vous l'avez dit tout à l'heure, 6200 jeunes qui sont suivis en protection de la jeunesse. Vous manquerez pas de boulot. Nadia Daman, présidente de la Fondation Jeunesse des Laurentides, merci d'avoir été là. Merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes. Merci à vous. Le maire de Saint-Jérôme, Marc Boursier, a accueilli la nouvelle ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, à l'Hôtel de Ville pour discuter des priorités de la municipalité et de certains enjeux régionaux, comme la sécurité publique, l'itinérance, le développement économique, les infrastructures et la santé. La ministre Bélanger s'est engagée à faire les suivis nécessaires pour améliorer la qualité de vie des citoyens et assurer un développement durable de la ville. Le Centre Marie-Ève, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache, invite la population à un souper spaghetti le samedi 26 avril de 11h à 20h à la salle des Chevaliers de Colomb du 109 rue Saint-Nicolas. Les billets sont disponibles en ligne au coût de 15 $ par adulte et de 5 $ par enfant de 3 à 12 ans. Ils donnent droit à une salade, une assiette de spaghetti, un pain et un dessert. Tous les fonds seront remis à l'organisme communautaire qui œuvre auprès des femmes enceintes et des mères ayant des enfants de moins de 2 ans. Marie-Sophie Harvey, c'est une nageuse d'élite qui a gagné plusieurs médailles sur la scène internationale. Elle habite la région et Maude Pilon-Bernier est allée à sa rencontre. Allô Marie-Sophie! Allô toi! On considère un peu une athlète polyvalente. Je pense du fait que j'ai la chance de justement pouvoir faire plusieurs épreuves dans plusieurs styles de nage différents. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé depuis un jeune âge. Puis que j'ai vraiment été chanceuse avec mes entraîneurs quand j'ai commencé à la natation. Puis c'était vraiment pour moi important de pas juste me spécialiser dans un style de nage, dans un style de course, mais de me spécialiser dans plusieurs domaines là-dedans. Comme ça, j'ai l'embarras du choix quand je vieillis, puis ça me garde jeune. À Tokyo, c'était un petit rêve de jeune fille qui venait de se réaliser. Je pense que j'étais rentrée un petit peu par la porte de sortie en étant la 5e relayeuse aux 4x200 mètres libres. Donc, je savais que ma place, c'était le matin, c'était de rentrer l'équipe en finale. Puis, à partir de là, j'avais pas trop le contrôle. Mais je me rappelle qu'une fois d'avoir terminé à Tokyo, je m'avais fait une petite promesse de, OK, la prochaine fois, mais je vais monter sur le bloc en finale, puis je vais avoir ma nage individuelle que personne ne va pouvoir me l'enlever. Fait que c'était une petite promesse que j'avais faite, puis je me disais, le cycle olympique est plus court, c'est 3 ans. Donc, c'est sur ça que je me suis focusée. Puis, heureusement, rendue à Paris, j'ai eu ma place individuelle, j'ai pu faire des finales, être sur les relais en finale. Puis ça a vraiment été une expérience exceptionnelle puis inoubliable. Honnêtement, si on m'avait dit que j'allais terminer 4e 4 fois, puis également 4e individuellement au début de l'année, je pense pas que je l'aurais cru. Puis ça démontre que j'ai eu une année exceptionnelle. Ça démontre également aussi que
tout dépendamment de l'âge, tu peux quand même progresser dans ton sport. Puis je pense que c'était ça que j'étais vraiment le plus fière. C'était pas mes premiers jeux, c'était pas ma première expérience, c'était pas ma première équipe nationale, mais j'ai fait des premières encore. Fait que pour ça, j'étais vraiment contente. Puis je veux pas, j'ai terminé les Jeux olympiques encore plus motivée pour le prochain cycle, ce qui est quand même très excitant parce que je veux pas, j'ai jamais eu un cycle olympique complet de 4 ans où est-ce que je me suis mis comme objectif de médaille. Fait que pour ça, c'est vraiment excitant. Puis là, j'ai le temps de justement bâtir là-dessus. Tu as un slogan que j'aime bien quand tu fais tes compétitions pour recentrer ton focus. Peux-tu nous en parler de cette phrase que tu te dis? Ouais, je l'ai dit tout le temps en niaisant un tout petit peu, là, mais c'est vraiment vrai, mais je dis tout le temps « bonne course, mauvaise course, prochaine course ». Bravo. Parce que c'est vrai, là. Puis en même temps, le nombre de fois aussi que j'ai eu une mauvaise course d'une compétition, puis il y en a plusieurs par la suite, bien après ça, j'en ai fait une bonne. Fait que ça veut pas dire que tu as une contre-performance, que le reste de la compétition va être mauvais, que c'est vraiment important. Que je me dis tout le temps ça après une course que je vais être déçue, je vais être comme bonne course, mauvaise course, prochaine course. Puis on l'oublie. Puis je pense que des mauvaises courses, c'est de là qu'on apprend le plus. Puis je pense que c'est de là justement qu'on se relève puis on se dit OK là, tu sais, je vais pas faire la même erreur puis je vais focuser sur la prochaine puis d'être sûr de l'ajuster. C'est sûr que ça m'a pris du temps de me rendre là. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dure sur moi-même puis dès que je faisais pas une meilleure performance, j'étais pas fière de moi. Mais c'est avec les années que j'ai appris que même si c'est pas nécessairement ta meilleure performance à vie, c'est une performance que tu dois regarder puis te dire qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été puis qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer par la suite. Au dernier championnat du monde, j'ai eu énormément d'épreuves. J'avais 3000 mètres de course au total dans ma fin de semaine. Puis juste la première journée, j'avais 400 mètres libres, 200 mètres 4 nages, 4 fois 100 mètres libres en finale. Puis j'avais une quinzaine de minutes entre. Puis la première course de 400 mètres libres, j'ai eu ma première médaille individuelle. Puis je n'ai même pas eu le temps de le réaliser parce que je savais que, OK, c'est la prochaine 224 nages, c'est pas terminé. Puis ça a été un peu comme ça toute ma compétition. Puis c'est juste à la fin que tu le réalises, que c'est comme, oh mon Dieu, OK, ça a été une bonne compétition. Puis là, tu sais, je peux en profiter. Mais je dirais que c'est un peu comme ça dans nos carrières d'athlète. C'est un après l'autre. Puis je pense que ça va être une fois que je termine, que je vais un peu voir le tout, puis de regarder ça de loin, puis de me dire, wow, ça a été une belle carrière. J'ai pas juste rencontré une athlète extraordinaire, j'ai rencontré un être humain superbe. On souhaite bonne chance à Marie-Sophie Harvey. On va la suivre de près dans les prochaines années parce qu'elle va nous représenter au niveau du Canada un peu partout sur la planète. Le plus récent budget déposé par le gouvernement du Québec, dans le contexte invoqué de la guerre tarifaire, a fait beaucoup plus de mécontents que l'inverse. La Coalition pour la dignité des aînés y dénonce notamment l'absence de mesures favorisant le maintien à domicile. J'en discute avec Pierre Lynch, qui est porte-parole de la Coalition. Monsieur Lynch, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Dans le dernier budget, il y a une somme de 65,5 milliards de dollars qui a été consentie à la santé. Vous avez réagi, vous, en disant que ce budget-là rendait invisibles les besoins criants des aînés. Quelles étaient vos attentes par rapport à ce budget? Mais on s'attendait à plus d'investissements au niveau structurel là, pour qu'on ait vraiment un vrai virage pour les soins à domicile. Ça n'a pas été le cas. Puis les besoins des aînés sont fort criants. Là. On parle de la santé, mais il y a aussi des besoins au niveau du revenu, au niveau de l'habitation, puis ainsi de suite. Alors, je comprends le contexte actuel, mais comme dans tous les budgets, les aînés sont toujours les grands oubliés. Oui. Vous soumettez que les dépenses en santé nourrissent un modèle là, qui est centré sur l'hospitalisation, alors que les aînés, dites-vous, souhaitent tout à fait le contraire, là, pour autant qu'ils soient autonomes, évidemment. Vous avez commandé un sondage sur cette question-là. Quels en sont les faits saillants? Bien, il y a 68 % des gens dans le sondage qui sont insatisfaits des mesures prises par le gouvernement. C'est beaucoup. Déjà là, 68, c'est quasiment 3 personnes sur 5 au niveau des aînés. Je tiens à faire remarquer là, qu'au niveau des aînés, on a à peu près 40 % de nos aînés qui vivent, là, qui sont les plus défavorisés, là, qui vivent seulement qu'avec les revenus publics fédéraux. Alors ça, c'est 4 personnes sur 10, principalement des femmes qui vivent seules. Fait que les besoins sont là. Les soins à domicile coûtent beaucoup moins cher que les soins en institution.
Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà commencé à faire le virage. C'est quantifié, ça, M. Lynch? Oui. Avez-vous des chiffres là-dessus, sur le fait que ça coûte moins cher? Ça coûte moins cher? Bien, pratiquement toutes les études qui ont été faites, soit par l'IRIS, soit par l'Observatoire des inégalités du Québec, là, mentionnent là, que c'est beaucoup moins cher. Puis en plus, ça rend compte les besoins ou les attentes et les préférences des aînés, parce qu'ils veulent vieillir chez eux, avoir les services à domicile, puis surtout vivre leur retraite dans la dignité, ce qui n'est pas le cas. Mais est-ce que le gouvernement en prend acte de ça? Bien souvent, les bottines ne suivent pas les babines. OK. C'est ça. Donc, ils disent, on vous entend. On a un gouvernement qui dit souvent, ça s'en vient. Soyez patients. C'est un peu ça qui... Oui, mais il faut faire attention. On a des besoins criants à court terme parce que les deux générations d'aînés qui sont là actuellement ont besoin de ces services-là maintenant. Pas dans 5 ans, ça va être trop tard. Oui, c'est ça. Bon, on aime beaucoup investir dans le matériel, construire des choses, monter des édifices. Et vous déplorez en ce sens-là qu'il y a un déséquilibre, donc, dans la façon de budgéter les sommes face au détriment des soins à domicile. C'est ça un peu? Oui. Tout particulièrement dans le budget qui est consacré là, à l'autonomie des aînés en perte d'autonomie, ni plus ni moins. Ce budget-là comprend 2 éléments. Les soins de longue durée, CHSLD, et puis les soins à domicile. Dans tout le pays très développé, là, c'est au moins 50-50 en pourcentage, sinon plus pour les soins à domicile. Actuellement, c'est 78 pour les soins de longue durée, puis 22 pour les soins à domicile. La population vieillit. Hein? On estime que d'ici 2030, il y a un Québécois sur 4 qui sera âgé de 65 ans et plus. Oui. En ce moment, quel pourcentage des besoins en soins à domicile qui sont comblés? Là? On réussit de peine et de misère à atteindre 10 des demandes. Il y a plus de 18 000 demandes de premiers services en soins à domicile à travers le Québec là, qui sont en attente au moment où on se parle. Oui. Fait que c'est pas tout à fait là, ce qu'on s'attend. Puis au rythme où ça s'en va, la liste d'attente, là, je ne sais pas quand elle va être épuisée, puis quand on va commencer à avoir un vrai service de soins à domicile. Bon, je sais que dans ce budget-là, il y avait au moins une chose là, qui vous plaisait, notamment les sommes consacrées à la future stratégie nationale intégrée de prévention en santé. Qu'est-ce que vous aimez dans cette politique-là? Bien, la prévention, on dit tout le temps, 1 $ d'investi en prévention, ça sauve 10 $ en service. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est une bonne chose. Sauf que même si c'est une bonne chose, il faut qu'on fasse un vrai virage vers les soins à domicile. Ça fait 25 ans qu'on nous explique que c'est pour arriver. C'est pas encore en place. Puis dans le sondage, on a demandé aux gens s'ils étaient confiants à ce que Santé Québec résoudre le problème. 39 % des gens nous mentionnent que c'est le cas. Avec 61 % des gens n'ont pas confiance dans les mesures qui sont mises en place. Alors voilà, c'est dit. Pierre Lynch, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés. Merci beaucoup d'avoir été là. Bien, merci infiniment. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. C'est officiellement le printemps depuis quelques semaines et pour la plupart des crèmeries, c'est le signal de réouverture. Vous êtes allé en visiter une. Oui, Claude, je me suis rendue à Mirabel pour visiter le bar laitier Biscuits et Crème qui a commencé sa saison la fin de semaine dernière et pour qui c'est la 2e année seulement en opération. La particularité, c'est que la copropriétaire a seulement 18 ans. Je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Mais en fait, depuis que je suis jeune, je voulais devenir entrepreneur. Puis j'avais déjà l'expérience, en fait, j'avais déjà 3 ans d'expérience dans un bar laitier. Puis quand j'ai vu l'annonce sur Facebook, mon père aussi, qui a vraiment la fibre entrepreneuriale, je me suis revirée vers lui, puis j'ai fait « Hey, papa, la crèmerie de notre quartier est à vendre, on habite à comme 3-4 minutes d'ici. » Puis ben on a fait les démarches, puis ben ça a fini qu'on est devenu propriétaire. Ben la première été, ça s'est super bien passé. C'est sûr que c'était un petit peu plus compliqué parce que moi, j'arrivais ici, il fallait que j'apprenne autant la job de commis, où est-ce que les choses étaient placées, mais aussi la job de être gérante, être propriétaire de la crèmerie. Fait qu'il fallait que j'apprenne les inventaires, comment gérer des filles, comment faire des horaires, c'était plein de nouveautés pour moi. Fait que je pense que c'est vraiment l'année que j'ai appris le plus de choses depuis que je suis née. Mais ouais. Fait que là, je suis vraiment prête pour la 2e été. Je suis confiante, puis je me sens prête. Là. Puis on a une super belle équipe aussi derrière nous qui nous aide. Fait que je suis vraiment confiante. Venez, je vais vous montrer ça.
Fait qu'ici, on a vraiment la pâte à biscuits que les gens peuvent utiliser avec leurs produits de bar laitier. Fait qu'on vient le mettre surtout comme dans des tourbillons où on fait des combos. Puis, par la suite, on le vend aussi en pot congelé. Fait que ça, c'est vraiment comme pour plus manger à la maison. C'est possible de faire cuire aussi les biscuits. Il y a des instructions à l'arrière. Puis avec notre pâte à biscuits, on crée plusieurs petites pâtisseries, des petits cupcakes, des petits brownies, puis on fait aussi des boîtes de dégustation. On fait des carrés Rice Krispies sur place. Des fois, on fait des cake pops. Aussi, une nouveauté qu'on a cette année, c'est la saveur de la semaine. Fait qu'à chaque semaine, à chaque mercredi, on a vraiment une saveur qui va venir changer tout au long de la saison. Puis là, aujourd'hui, c'est la saveur de la semaine, c'est gâteau de fête. Fait que c'est une nouvelle nouveauté là, pour la saison 2025. C'est notre spécialité. C'est fait avec des œufs pasteurisés, puis la farine est traitée. Puis c'est vraiment fait en arrière, là, ici. Là, c'est fait avec amour par moi. On peut aussi l'acheter en ligne. On a un site transactionnel, un site Internet transactionnel. Puis les gens, ils peuvent l'acheter vraiment au courant de l'année, tout au long de l'année. Et le 29 mars, en fait, on a ouvert samedi le 29 à midi. Puis on s'attendait pas à ça. En fait, il était prévu à avoir 25 cm de neige. Fait qu'on s'attendait pas vraiment à avoir beaucoup de monde. Puis vraiment, là, ici, là, c'était plein. Là. Fait qu'on est vraiment satisfait de notre ouverture. Là. En fait, on va être ouvert jusqu'en octobre. Puis là, ça va varier selon la température. L'année dernière, on a fermé le 13 octobre environ. Puis là, on va fermer mi-octobre, je dirais, cette année. La clientèle, je dirais que vraiment, les gens qui habitent dans le quartier en arrière, c'est vraiment des clients réguliers qui viennent ici. Puis sinon, on est capable d'aller rechercher certains clients. J'en ai qui viennent comme de Saint-Eustache. Il y en a qui disent quand ils s'en vont, ils partent de Montréal, puis quand ils s'en vont dans leur chalet dans le nord, ils passent par ici. Mais ces gens-là, on les rejoint avec les réseaux sociaux. Mais vraiment, la clientèle qui est là le plus souvent, là, qui est la plus récurrente, je dirais que c'est vraiment les gens qui habitent dans le quartier à Saint-Jean-Pied. La première étape, on vient remplir le fond avec la saveur du coulis du choix du client. Après ça, on vient rajouter de la crème glacée molle. Puis là, on vient rajouter, je dirais, l'équivalent de comme une boule de pâte à biscuits. Après ça, on rajoute de la crème glacée. On rajoute une autre étage de coulis. Après ça, on vient mettre de la crème fouettée. Puis un petit topping que je vais te mettre des arachides pour fitter avec la saveur de la pâte à biscuits. Et voilà, l'audacieux. C'est vraiment une expérience enrichissante de base. On est vraiment capable de séparer vraiment la famille, la maison, qu'est-ce qui se passe à la maison, puis le travail. Puis, c'est vraiment le fun. On se complète vraiment bien. Fait que c'est vraiment le fun. Ça me motive, ça me donne envie de rentrer le matin parce que les gens, quand ils rentrent à la crèmerie, sont tout le temps de bonne humeur de base. C'est une ambiance familiale, souriante, joyeuse. Fait que ça, j'aime vraiment, vraiment ça. Cet aspect-là, vraiment, de la crèmerie, là, ouais. Merci beaucoup, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Ma banlieue suit à l'instant. Je vous invite également à prendre connaissance de l'ensemble de la programmation sur le tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.